Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le journaliste Guillaume Durand. Vous rassemblez dans un livre intitulé Bande à part, des portraits de personnalités du monde politique ou culturel. Vous dites qu'il n'y a jamais vraiment eu de différence entre votre métier et votre vie. Et ça se ressent assez bien dans ce livre qui est le fruit d'entretiens assez informels finalement avec toutes ces personnalités. Parfois chez eux, au resto. C'est comme ça que vous arrivez à avoir des confidences. Vous dites je n'interviewe plus, je converse. Alors c'est vrai maintenant, c'était pas vrai au début puisque j'étais là à votre place à Europe 1, donc j'ai aimé passionnément cette station. J'étais un petit prof et tout d'un coup le journalisme c'est un endroit où je me suis senti extrêmement à l'aise. On était en 78, les législatives, la gauche a failli passer, puis après il y a eu 81. Donc j'ai adoré, j'ai bossé comme un malade, j'ai changé totalement d'environnement, j'ai abandonné l'enseignement. Et puis, au bout de certains nombres d'années, je faisais du grand reportage, puis mes enfants sont nés, j'avais pas envie de mourir, parce que je ne voulais pas les laisser tout seul. Après, j'ai présenté les journaux, après j'ai fait les matinales, et puis enfin, c'est une espèce de long processus. J'ai rencontré évidemment tout le monde, non pas parce que je suis un héros, mais parce que j'ai survécu à peu près à tout, y compris à toutes les formes de purges politiques qui peuvent exister dans les rédactions. Et donc, ça donne une certaine forme de proximité avec les gens. Mais alors, moi, la caractéristique numéro 1, si je dois m'adresser un seul compliment, c'est que c'est vrai que cette proximité existe, mais que mon indépendance d'esprit est fondamentale. C'est-à-dire que des gens qui sont, non pas des amis, mais des gens que je connais très bien, je peux me fâcher à mort avec eux pour des histoires diverses et variées à caractère politique, et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je les vois pas avec un énorme plaisir, mais à un moment, si vous voulez, quand on pose la grande question qui est celle de l'indépendance des journalistes, pour moi c'est une question personnelle. On sait ou on ne sait pas si on est indépendant. Vous le dites par exemple au sujet de Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a un long entretien avec lui et que vous avez rencontré à son bureau. Que j'aime beaucoup et qui est certainement une des parties les plus intéressantes du livre. Exactement, et vous expliquez que vous l'avez pratiquement pas vu pendant son quinquennat, et que c'est même sous sa présidence que votre contrat avec France Télévisions s'arrête. Donc façon de dire qu'il n'y a aucune connivence entre vous, c'est ça ce que vous vouliez souligner? Non mais je l'ai connu, il était fleuriste à Neuilly. Oui, ça rapproche. Et lui, il me dit dans l'entretien, moi je sortais pas, je travaillais comme un malade, et toi tu sortais, c'est vrai, j'allais au Bus Palladium à l'époque, et j'écoutais du rock'n'roll. Donc c'est une longue vie en commun, même si c'est une vie qui n'est pas une vie ensemble. On avait la même fascination pour le Galerie, pour la résistance, justement. Et puis à un moment, quand il est arrivé au pouvoir, moi j'ai une nature de lèche-cul qui est quand même voisine de 0. Donc il y a eu des différends, notamment au moment de l'affaire Clearstream, et puis j'en ai pris mon parti, et on se revoit avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Mais c'est normal, c'est accepter de se fâcher avec les hommes politiques. Il vous considérez comme un proche de Villepin, pour dire les choses. C'est-à-dire que moi, je voyais Villepin pour des raisons qui n'avaient aucun rapport, c'était la littérature et l'art, et à cette époque-là, leur rapport à eux était très tendu. Donc j'ai été assimilé, effectivement, comme vous le dites, à Dominique de Villepin, et après je me suis fâché avec Villepin. Je ne l'ai pas vu pendant qu'il était Premier ministre, parce que lui considérait que j'avais écrit des choses ou dit des choses sur ses rapports avec Chirac. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est pas grave du tout. Par contre, ce qui est important pour les gens plus jeunes qui nous écoutent et pour les auditeurs d'Europe 1 surtout, c'est que les journalistes, on est quand même bien obligés d'aller au contact des gens, parce que je trouve que trop, alors ça c'est mon seul côté gâteux, si vous voulez, peut-être le petit défaut des jeunes générations, c'est que il faut quand même les voir pour savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous les voyez pas, ou vous pêchez les informations, ou vous savez ce qui se passe. Aujourd'hui, par exemple, concernant Macron, il y a un moment, il faut quand même trouver un moyen, comme journaliste politique, de l'approcher, de ne pas se contenter de ses conseillers pour savoir s'il est très très loin de la réalité de son sujet, c'est-à-dire en gros à l'ouest, ou si au contraire il a l'intention justement de reprendre la main sur une situation qui est devenue très compliquée. Et il n'y a pas d'autre moyen que d'aller le voir lui pour savoir exactement ce qui se passe. C'est d'ailleurs une des frustrations de votre livre, de ne pas avoir pu rencontrer Emmanuel Macron. Je le connais bien. Ni oui ni non en fait. Oui, parce que j'ai été à... En fait, j'avais des informations selon lesquelles la dissolution était au mois de juin et était dans les tuyaux. Et c'était amusant parce que Pascal, le matin de la dissolution, il a écrit dans le JDD, Pascal Praud, tout à l'heure, il n'y aura jamais de dissolution, etc., mais tout le monde d'ailleurs. Et moi, j'avais un doute parce que j'avais des informations, etc., etc. Et
je demande à Jonathan Guémas à l'Élysée de m'intégrer dans la cellule diplomatique parce que j'avais pas eu le temps de remplir le dossier de presse pour cet endroit qui était d'ailleurs sublime. Il y avait tous les anciens combattants, 100 ans, au bord de la mer, au Omaha Beach. Il faisait énorme, enfin, très très beau. Moi, j'ai ce culte qui est le culte des gens de 70 ans et plus. C'est la résistance. Pour moi, c'est pour ça qu'on a aimé Bowie et plutôt que Edith Piaf tout de suite. C'est pas simplement les guitares, c'est qu'au moins eux, ils étaient clean. Et quand on arrivait là-bas et qu'on voyait ces types blancs, noirs dans des chaises, c'était bouleversant. En plus, le roi d'Angleterre, cérémonie anglaise, il avait un cancer. Le président de la République n'était pas là. Les cérémonies commencent en retard. Et puis, je me promène avec cette rumeur. Donc, je me dis, dès que je tombe sur lui à l'heure du déjeuner, je vais essayer de lui demander ce qui va se passer, justement, au soir des législatives. Et puis, je vois que dans l'entourage des conseillers, personne n'ose l'approcher vraiment, parce qu'il y a un déjeuner qui est offert par le maire de la commune dont dépend Omar, etc., etc. Et puis, il me regarde, il était en chemise blanche avec une cravate noire. Il me dit, oui, mais pas maintenant. Donc là, j'ai compris, que je ne saurais pas exactement ce qui se passe, mais qu'en gros, j'avais raison. C'est-à-dire que c'était pas un voyage pour rien, mais je ne pouvais pas, je ne pouvais pas l'écrire parce que j'ai pas parlé avec lui. D'où la question de tout à l'heure. Je ne pouvais pas dire, si jamais c'est une débâcle, il y aura dissolution le soir même. Il y en a un, en revanche, que vous avez rencontré, c'est François Hollande pour ce livre. Je note d'ailleurs que vous vous voyez, alors que vous tutoyez Nicolas Sarkozy. Je le connais moins bien. Vous connaissez moins bien. Mais il est très charmant. Il vous raconte notamment qu'il a regretté d'avoir annoncé si tôt qu'il ne se représenterait pas. Et surtout qu'il a l'air d'y croire encore, visiblement. Ah oui, totalement. Vous savez, c'est le fameux sketch sur lui, sur un malentendu. D'abord, l'homme est très brillant. Ça, c'est une chose. C'est vrai qu'il a fait des études brillantes. Il a immédiatement abandonné quand il est arrivé au Conseil d'État, tout ça pour faire de la politique. Et puis, il y a un côté, un peu comme Macron, il y a un côté Ocean Eleven avec Hollande. C'est-à-dire que il a fallu que Strauss-Kahn dégage pour qu'il y arrive, mais lui s'était préparé. Et à ce moment-là, quand la place a été libre et quand il avait bien réseauté avec tous les gens du Parti socialiste, il a pu être le candidat de la gauche. Il a été très bien élu. Il avait l'Assemblée nationale, le Sénat, les grandes régions, etc. Et donc très bien élu. Et 8 jours plus tard, détesté par les Français, la rue du Cirque. Enfin, vous vous souvenez des histoires concernant sa vie privée. C'est un peu d'ailleurs ce qui est arrivé aussi à Nicolas Sarkozy. Ils étaient des gens de mon âge qui avaient une vie de divorce, simplement. C'est pas des vies bizarres, mais à l'époque, les Français acceptaient ça très mal. Et puis les attentats, donc au fond, qui est une tragédie française. Il a été tellement assailli par ça pendant 5 ans que fondamentalement, c'est vrai qu'il a un peu lâché la main sur le reste, parce que tous les matins, il avait peur que le Bataclan, ça redémarre. Et ça fait partie des portraits de ce livre. J'ai noté aussi la phrase de son ami Bernard Cazeneuve qui m'a fait sourire. François n'a pas le sens du tissu. Du coup, il lui offre souvent des cravates. Voilà, ça fait partie des confidences de ce livre. Mais il y a une chose que je voudrais dire, Thomas, qui est importante, à propos de Roland Dumas, qui nous a quittés, 100 ans, ministre des Affaires étrangères, donc proche de François Mitterrand. En 1956, Roland Dumas, très beau mec, quand même assez dragueur, il se casse la jambe. Il va dans un hôpital et François Mitterrand vient le voir. François Mitterrand, c'est-à-dire que c'est comme Chirac, ils avaient vraiment des réseaux, des amis, ils ne les lâchaient jamais. Vous cassez la jambe, la porte ouvre Mitterrand. Et Mitterrand explique à Roland Dumas, en lui faisant un dessin, comment il va prendre le pouvoir dans les années 80. C'est-à-dire en 1956. Et Dumas me dit, mais si jamais j'avais gardé ces dessins, ils auraient une valeur historique considérable. Tout ça pour vous dire que toute la génération, parce que c'est quand même une réflexion sur la Ve République, toute cette génération-là, Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, François Mitterrand, sont des gens qui ont voulu, ils ne sont que 8 avec le président, voulu être président de la République très, très jeune. Il y en a un qui est très différent, c'est Emmanuel Macron. Tout à l'heure, je parlais d'Ocean Eleven, mais c'est vrai que l'arrivée en 2017, ça ressemble un peu à Danny Ocean et ses copains au casino à Las Vegas, et c'est la grande différence entre ces 8 présidents. Et on va continuer à en parler dans un instant de votre livre, ce sera après le journal des médias.